quand Isabelle m'a appelé, alors Isabelle, c'est la dame qui s'occupait de lui. Quand elle m'a appelé en pleurs, je suis parti tout de suite à Bourg-la-Reine, chez lui. Il était dans son lit, la tête posée sur les mains. Il semblait dormir tranquillement, en accord avec lui-même, je me suis dit. Il était mort et j'étais soulagé. J'ai parcouru les pièces silencieuses, j'ai fait les rideaux, les bibelots, les livres, les meubles. Et tandis que j'avançais parmi tout ce qu'une vie empile, eh ben, un nœud se faisait au fond de ma gorge. Alors la tristesse n'y était pour rien. Non, il fallait juste que l'émotion se pose quelque part. Enfin, j'étais pas revenu depuis 3 ans, je crois. La dernière fois, ou peut-être l'avant-dernière, je sais plus, on avait failli se battre. Donc je suis arrivé sans larmes. J'ai trouvé la tapisserie au-dessus du buffet, moins grande que dans mon souvenir, moins romantique aussi. Enfin, j'ai regardé, alors c'est un tableau qui représentait une jeune femme à la cruche et un postier venu se désaltérer. Et à l'époque, je les regardais comme 2 alliés. Et ils étaient là pendant les repas de famille à 3, et donc ils savaient ma frayeur. Ils savaient tout de ce soir où mon père menaça de tuer ma mère si elle continuait à tenir la carafe par le goulot et non par l'anse. Alors à l'époque, j'avais 6 ans. Il monta dans la chambre, prit son revolver et le posa sur la table. Et ben, je peux vous dire que la fin du repas s'est fait plutôt en silence. Sous le regard donc de la jeune femme qui tenait sa cruche à l'épaule et le postier. Et là, ce soir, ben, mon père était là, juste derrière, dans l'autre pièce, et je me suis dit que, eh ben, en fait, les vrais orphelins, c'était les meubles. Vestiges des magasins Garouste, père et fils, ameublement, décoration, installation. Alors le fils dans l'affaire, c'est lui, c'est mon père, hein. C'est mon grand-père qui était dans le meuble. Moi, je n'ai rien à voir à faire avec tout ça. J'ai donc erré parmi les pièces en quête de... je ne sais pas trop quoi. Si, en fait, je cherchais un livre, c'était la première version d'Hernani, de Victor Hugo. Il y tenait beaucoup parce que, en fait, il y avait à l'intérieur tout un courrier de tous les comédiens qui avaient participé à la première. Mais je n'ai pas trouvé. Alors ça ne m'a pas étonné parce qu'il s'est débarrassé des plus belles choses pour que je ne les ai pas. Et même, il m'avait demandé de signer une lettre pour que je renonce à tout et pour le laisser à mes 2 fils. Parce qu'il les aimait beaucoup, mes fils. Et moi, j'avais laissé être leur grand-père. Mais en rentrant ce soir-là, je dois avouer que j'ai dit à mes enfants, à ces petits-enfants, que voilà, la guerre avait engendré des héros, des gens qui se débrouillaient, d'autres qui s'en fichaient. La guerre avait révélé des tueurs aussi, des grands, des petits salopards. Et voilà, hein, votre grand-père faisait partie des petits salopards. C'était là mon épitaphe, c'était il y a 1 an. Alors je dois dire que sa mort ne change pas grand-chose, hein. Je vis toujours dans la faille qui existe entre lui et moi. En 2002, je lui avais envoyé un courrier. Mon cher papa, cette lettre pour te dire que ça me fait plaisir de te parler au téléphone. J'ai senti que tu cherchais ma complicité réciproquement. Je pense que c'est absurde d'imaginer de la haine entre nous. Si je t'ai dit des choses blessantes, si je t'ai manqué de respect, eh bien je t'en demande pardon. Mais j'étais excédé par tes propos. Tu sais bien que je ne partage pas tes idées, ni sur les Juifs, ni sur Pétain, mais bon. Alors aujourd'hui, nous avons d'autres choses à nous dire. Par exemple, je sais que tu m'aimes, et je voudrais te persuader que je t'aime aussi. Je te suis infiniment reconnaissant de m'avoir éduqué le mieux possible. C'est par la connaissance qu'on accède à la liberté.
Sans toi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je t'embrasse. G. Alors, si je peux relire cette lettre, c'est qu'il l'avait gardée, celle-là. Toutes les autres, les plus violentes, il les avait jetées ou brûlées. Une fois, je lui avais dit, mais bon, voilà, t'étais jeune, tu t'es planté, d'accord, mais t'avais toute la vie ensuite pour corriger les erreurs. Mais non, mais il était trop tard pour qu'il reconnaisse quoi que ce soit. Et alors le ton était monté, ce soir-là, j'avais explosé. Mais mon pauvre père, mais arrête! Mais si Hitler avait gagné la guerre, c'est pas 3 magasins que t'aurais, c'est les Galeries Lafayette! Et j'avais continué sur ma lancée. Et tes enfants, mes enfants, tes petits-enfants que tu aimes tant, tu sais qu'avec Hitler, ils auraient terminé dans un camp de la mort. Bon, arrête, enfin, te bouffé par les Juifs, m'avait-il lancé. Est-ce que tu te rends compte, Gérard? Est-ce que tu te rends compte qu'en parlant comme ça, tu te fâches avec la famille? La famille. Il ne restait quasiment plus personne dans cette famille. Sinon lui, qui prenait trop de place dans ma vie, qui forçait mon ressentiment comme on force une porte. Je vous le dis, il va me rester sur les bras, mon père. Comme ses papiers, ses archives, ses photos. Tiens, comme le sous-main. Un sous-main que j'ai chez moi dans le bureau. C'est un sous-main en cuir, avec de magnifiques armoiries. J'avais toujours vu chez mes parents. Et un jour, il me l'a donné. Mais il a précisé, je l'ai pris à des Juifs. Mon père. Alors j'ai conservé de lui tout un tas de petits agendas. Je lis au hasard, 16 juin 40, enfin libre. Oui, alors, faut pas qu'il y ait d'équivoque, les Allemands sont à Paris depuis 2 jours et il est démobilisé. 23 septembre, reçu par le général Weiss, mais en civil, précise-t-il. 7 janvier 41, recherche camion pour 1000 litres d'alcool. Alors oui, parce que à cette époque, il avait en gérance la grande parfumerie d'Elia, rue du Faubourg ou de la Folie-Méricourt à Paris. Et alors, il avait commencé comme livreur à vélo dans cette entreprise, et puis la guerre faisant, on peut dire que la guerre l'avait promu, parce que les Hampson, les propriétaires, ils avaient pris la fuite. Le 14 février, vraiment, les Juifs ne sont pas des gens à fréquenter, même les femmes. Le 12 mai, Lévitan. Alors, Lévitan, bienvenue, c'est Lévitan. Vous avez les meubles bleus, vous avez les meubles bleus, bienvenue, c'est Lévitan. Vous avez les meubles qui durent longtemps, un truc comme ça. Tout le monde connaît. Enfin, moi, je l'ai beaucoup entendu, enfant. Wolf Lévitan. Il possédait dans les années 30 une grande enseigne de meubles. Et lui, pareil, comme M. Hampson, au début de la guerre, il était parti. Et donc, le grand espace Lévitan, rue du Faubourg Saint-Martin, était devenu l'entrepôt des biens juifs saisis. Alors, il ne faut pas vous figurer qu'il y avait là que des choses piquées à des juifs, mais des beaux meubles, des tableaux, des pianos. Il y avait des camions de déménagement entiers qui déversaient des caisses pleines de vie fauchées, spoliées. Il y avait des jouets, des linges, des chaussures, des casseroles, un bric-à-brac, des draps. Et c'était donc un endroit où les nazis pouvaient venir chiner des beaux meubles, où l'ensemble des Parisiens lambda venaient faire leurs achats, et où mon père remplissait ses magasins. Je poursuis donc dans la lecture des petits carnets, je lis des chiffres, des additions, des noms, il y a parfois des choses gommées, donc forcément je les imagine compromettantes. Et alors il y a des choses encore, comme celle-là, plus étonnantes. Avril 43, je viens te dire qu'à partir de cette semaine, je t'aime, et je t'aimerai toute ma vie. Signé Aimé, c'était ma mère. Et moi qui pensais que mes parents ne s'aimaient pas. Et parce que quand j'étais petit, je voulais qu'elle s'en aille. Parce qu'il était violent avec elle. Et alors plus tard, c'est un médecin qui mettra un mot sur mon père, psychopathe, qui imagine le monde à sa manière. Et donc là, je lis que mes parents se sont donc aimés. J'ai scruté chaque jour, chaque page des agendas de ces années-là, des années noires. J'ai cherché la trace de ce que le père racontait au fils à l'époque, lorsque j'étais enfant. Alors c'est vrai qu'il me parlait souvent d'un certain meunier. Pas le meunier de la cantine, hein. C'est un meunier qui était dans son escadrille, et c'est lui qui leur avait annoncé l'appel du 18 juin, alors qu'ils étaient repliés à Limoges.
Et il les avait exhortés à prendre les avions pour rejoindre la résistance qui s'organisait en Angleterre. Et toi, papa, qu'est-ce que tu as fait? Et alors, d'après mon père, seuls 2 hommes se portèrent volontaires. Et toi, papa, qu'est-ce que tu as fait? Alors, 1000 fois, j'ai entendu cette histoire avec Meunier. Et un jour, je lui ai dit, en fait, t'es pas parti avec Meunier parce que tu as eu la trouille. Hein. On se titillait avec mon père. Alors, tiens, on va faire une petite pausinette. Déjà, je vais boire c'est une petite blagounette. Alors, plus exactement, une petite devinette. Et d'ailleurs, c'est pas de moi, c'est de mon père. Et c'est pas non plus de mon père, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Gérard Garouste, c'est pas moi. Mais il y a un mélange un petit peu des époques, et puis voilà, vous allez voir que cette petite blagounette, eh ben, elle n'a pas vieilli. Donc, tu mets un juif et un non-juif sur une île déserte. Tu les laisses tranquilles et tu te reviens comme ça 5 ans après. Il y en a un qui est le larbin de l'autre. C'est lequel? Vas-y, il n'y a pas de piège. C'est une évidence. C'est une évidence comme... tiens, un matin, je me souviens, mon père, alors c'est lui qui m'emmenait à l'école. Et on passait toujours par le même chemin et on passait devant une boulangerie. Et un matin, il me dit, tiens, tu vois, les boulangeries, tu verras pas un juif dedans. Et tu sais pourquoi? Parce que les boulangers, il faut travailler la nuit. Mais ils sont trop malins, eux, pour travailler comme ça. Voilà, c'est des choses qui reviennent. Et aujourd'hui encore, je suis surpris de la trace laissée par ces phrases, ces mauvaises plaisanteries. Elles restent là, précises, avec ses mots à lui, parfois même avec le décor, même les odeurs. La rue où il les a prononcées. L'antisémitisme de mon père, comme souvent l'antisémitisme, je crois, était teinté d'admiration. Et son ressentiment, un effet de la peur. Et mon père voulait m'entraîner vers sa honte, vers ses haines. Il me voulait son complice. Et donc il me parlait de ce Meunier, il en avait fait un héros, juste pour me dire qu'il n'en était pas un, lui, de héros. Il désirait ardemment, je pense, au plus profond de lui, que je fasse mieux que lui, que j'aille plus haut, plus loin que lui. Alors par exemple, pour que je sois plus beau, il m'avait fait opérer des oreilles pour les replaquer. Et à l'époque, c'était une opération qui était très rare. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il s'occupait de moi plus que ma mère. Ma mère était une femme, on va dire soumise, effacée jusque dans l'éducation de son enfant. Et c'est mon père qui consultera les médecins parce que je travaillais mal à l'école. Alors les professeurs me trouvaient trop dans la lune. Mais être dans la lune, monsieur le professeur, c'est surtout une soupape de sécurité quand les choses deviennent insupportables. Et elle le devenait insupportable à la maison. Alors le docteur Gache, c'est un neurologue, il m'a sans doute sauvé la vie. Tu veux aller en pension? Il m'a dit comme ça un jour. Moi j'ai dit oui. Ensuite il a fait entrer mon père, qui a dit oui à son tour, parce qu'il se savait dangereux pour moi. Il avait voulu, je crois, me sauver de lui, et se sauver lui-même, à travers moi, son fils unique. C'est pour cela que quand il me parlait de son camarade Meunier, il me parlait toujours de son milieu, un milieu aisé, il avait eu le bac. Et comme ça, il semblait dire que la connaissance donne du courage. Et ainsi, il dressait le portrait de ce que lui n'était pas. Il n'avait pas pu faire héros, donc il avait fait salaud. Il appartenait aussi à un monde d'illusions, de certitudes. Alors il faut dire que son éducation de bon catholique l'y avait préparé. C'était comme ça. Il appartenait à un monde où les Juifs avaient sale réputation. Mais, il n'est jamais passé à l'acte. Il n'a jamais battu ma mère, et moi je me souviens éventuellement d'une baffe. Mais il n'a pas dit non plus des Juifs, il faut tous les tuer. Mais il a posé une arme un jour sur la table. Et chaque soir, avant son retour à la maison, j'avais une boule brûlante dans le ventre. Alors il y a une dizaine d'années avant sa mort, on était au téléphone. On parlait tranquillement, et il évoquait le bon temps, il disait comme ça, quand il avait le magasin, qu'on était heureux. Ah bon, t'étais heureux, toi? Je lui ai fait. Eh ben dis donc, t'aurais dû nous le dire. Quand tu rentrais, on avait la trouille avec maman. Quoi, tu te rappelles pas le flingue sur la table parce que maman tenait mal la cruche? Oh, t'inventes. Ah bon? Eh ben va vérifier au miroir si la cicatrice sous ton nez est toujours là. Parce qu'un jour, dans un autre accès de colère, il avait pris une table de verre et il l'avait jetée contre le mur. Et un éclat l'avait blessé. « Salaud! Salaud !» a-t-il dit dans un sanglot avant de raccrocher.
incinéré. Le voisinage était là, murmurant « Oh là là, quel homme charmant il était !» Mais moi, je savais pourquoi il préférait finir en poussière. Tout effacer, même les restes, ne rien transmettre. Je les imagine, tous réunis dans le caveau familial. Alors d'abord, mon père, Henri-Auguste Garouste, 1919-2008. Ma mère à côté, Edmée Eugénie Sauvagnac, épouse Garouste, 1917-2005. Et en dessous, il y a les grands-parents. Henri Gabriel Garouste, le grand-père, 1877-1960. Et à côté, Ida Fortuné Rosalie Naldini, épouse Garouste, 1876-1968. Elle est contente d'être là, Ida. Épouse dans l'ombre d'un mari, comme les familles et les évangiles du dimanche en fabriquaient tant. J'y étais à son enterrement, je m'en souviens. C'était le mois de mai 68. Les fossoyeurs avaient probablement rejoint le mot d'ordre de grève générale parce que les cercueils s'empilaient au bout des allées en attendant d'être enterrés. Et donc ce jour-là, j'ai à peine jeté un œil vers les fondements de ma famille et pourtant, tiens, en dessous, là-bas, et tout là-bas, tout au fond, mais qu'est-ce que c'est? Gisait le cercueil d'une femme qui ne ressemblait pas aux autres, du moins pas à son époque. Tiens, Gabrielle de Mention. Apparemment, puisque je lis, née en 1859 et morte en 1935. Oh. Peut-être est-ce à cause de cela que mon père a laissé détruire le caveau? Je les entends encore parler de la tante Gabrielle, tous autour de la nappe blanche des repas familiaux, en train d'évoquer sa brillante carrière d'écuyère sur les pistes des cirques les plus prestigieux au monde. Et puis, comme subitement on tourne les talons, avec dédain, il disait qu'elle avait fini seule. Méchante, amère, il fallait piétiner les cuillères. Pas d'admiration sans haine chez nous, et ça fait des grands. Alors forcément, elle m'intriguait. Gabrielle de Mention. Je l'évoquais souvent, Tata Gabrielle. Je la cherchais sur de vieilles photos jusqu'au jour où ma grand-mère, Ida, vendit la mèche. Chut. Elle me souffla sans y être autorisée. Tu sais, tu dis toujours la tante Gabrielle, mais ça n'est pas ta tante. C'est ton arrière-grand-mère. Un secret venait de m'être révélé et m'ouvrait la porte des adultes. Je suis aussitôt allé voir mon père au magasin. J'ai senti le besoin, vous voyez, de lui rapporter ce qu'on m'avait dit. Alors lui, il était fou de rage, que je sache. Une fois calmé, il m'a raconté qu'à 15 ans, mon grand-père, donc son père, entendit Gabrielle lui déclarer « Tu sais, je ne suis pas ta sœur, je suis ta mère. » Il était là le nœud du ressentiment, le début de la honte et de la haine. J'appris le secret au même âge que mon grand-père et même peut-être que de mon père, comme s'il fallait en passer par là pour grandir et devenir un homme de la famille. Et alors pour moi les secrets s'entremêlent parce qu'il n'y en avait pas qu'un. Plusieurs m'attendaient et m'attendent peut-être encore. Gabrielle est le commencement et je l'aime. La tante Gabrielle, je l'aime, parce qu'il ne l'aime pas, bien sûr, mais je l'aime aussi, parce qu'elle laisse parmi tous la trace d'une artiste. La presse raconte ses prouesses sous les chapiteaux. Notre charmante compatriote, Mademoiselle Gabrielle de Mancy, depuis Copenhague, le 29 mai 1894. Je tourne page et je vois des titres étrangers, allemands, italiens, russes, portugais. Entre la voltige et les clowns, elle entre en piste sur son pur sang anglais. Mais pourtant, elle ne se rêvait pas cavalière, Mademoiselle de Mancy, mais chanteuse. Dixit, l'éclaireur de l'Est, ou encore le patriote, en 1896. Son frère étant mort entre ses bras, elle ressentit une émotion si vive qu'elle perdit passagèrement la voix. Oh oh, il n'y a que les mensonges qu'on apprend par cœur. Oh oh, et celui-là est magnifique. Le deuil raconté à la presse était une naissance. Eh oui,
Le frère mort venait d'être inventé pour maquiller le fils. Et donc, mon grand-père avait tout juste 15 ans quand elle venait de faire son incroyable aveu. Tu sais, je ne suis pas ta sœur, je suis ta mère. Et alors, depuis, un voile d'opprobre a été jeté sur elle. Et alors, me direz-vous, tout ça pour ça? Bah ouais, non, une femme m'a appelé suite à ça. Un jour, après une exposition, allô, je m'appelle Françoise Siffer, et je suis la fille d'une femme qui était la sœur d'Henri, votre grand-père. Oh, Gabrielle était également mon arrière-grand-mère. Oh, Gabrielle n'avait donc pas eu un, mais 2 enfants. Donc je suis allé voir Françoise. En somme, nous avons mis bout à bout ce que nous savions ou croyions savoir. Gabrielle était également la mère de Caroline Marie-Louise Garouste, née au mois de février 1876. 2 enfants à 18 mois d'intervalle. Vous suivez? Françoise était décidée à faire des recherches, et de ce qu'elle a trouvé, on peut en déduire une toute autre histoire, mais beaucoup plus belle celle-là. Si belle qu'il avait fallu l'enlaidir dans la fameuse famille. Gabrielle, fille d'une famille très bourgeoise, tombe amoureuse du tapissier qui décore la maison, Édouard Garouste, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Il a 21 ans de plus qu'elle. Elle quitte les siens pour vivre avec lui. Elle est très jeune donc, aussi ne peut-elle pas se marier sans l'autorisation de ses parents qui, à l'époque, forcément, ne vont pas lui donner. Elle n'est pas une épouse légitime lorsqu'elle accouche, donc elle ne peut pas être reconnue comme la mère de ses enfants. À moins qu'aux yeux de la société, elle devienne la grande sœur. Et voilà. Mais il demeure un mystère, voire 2. Nous ne saurons jamais si la célèbre écuyère en pleine lumière avait alors quitté Édouard Garouste, ou si ce dernier était mort. Mais ce qui est sûr, c'est que son corps, à lui, n'est pas dans le caveau familial, alors qu'elle, la tante Gabrielle, elle y est. Et autre mystère, pour quelle raison le frère et la sœur ont-ils été séparés? Car comment expliquer alors que, on n'ait jamais entendu parler les uns des autres? Voilà. Tout ça, c'est un peu les histoires de famille. Mais moi, j'avais jamais peint ma famille ou mon histoire avant cette révélation. Jusqu'alors, je faisais avec mes doutes, avec la rage de ne jamais être dupe, je sondais tout ce que le monde nous inculque, nous impose. La peinture a rétabli la vérité. Et il m'aura fallu 30 ans pour y arriver. Que ça marque l'enfance. Et il m'en a fallu des abris. Il m'a fallu beaucoup de refuges pour me préserver. Le premier fut sans aucun doute un cerisier. Il était énorme et je passais des heures dans ses branches. Mais mon vrai refuge, c'est la Bourgogne. C'est là où j'allais passer toutes mes vacances scolaires. C'est plus précisément à Soucé-sur-Brionne. C'est un tout petit village, je ne sais pas si vous connaissez, il y a 190 habitants à peu près. Et là, donc, il y avait mon oncle, Severino Cassotti. Il s'appelait comme ça, il était maçon, tailleur de pierre, bûcheron et, il faut bien le dire, alcoolique. Sa femme, Éléo, c'était bien la sœur de ma mère, mais, je vous en ai parlé, la famille, la famille avait honte d'elle, et elle a raconté alors qu'elle avait eu une méningite quand elle était jeune. Voilà. Éléo et Casso étaient 2 égarés qui se disaient vous, et ils avaient créé un univers étrange sur une terre qui n'était pas la leur, le paradis de mon enfance. Alors ils habitaient une petite maison, une maison de vigneron, juste en face du cimetière, dans 2 grandes pièces sous de belles poutres de chêne, et chacun vivait dans son espace. Alors je dois dire que je préférais le domaine de mon oncle Casso. Alors lui, il avait tout peint au minium. Vous voyez cette peinture-là, des tuyaux de poêle. Et d'ailleurs, si on lui demandait pourquoi tout peindre jusqu'à la cheminée, il disait ça sèche plus vite, comme ça. Alors il ne fallait pas chercher à comprendre.
Il était fragile, l'oncle Cassot, inventif, et comme j'ai dit, il était souvent ivre aussi. Et Léo, elle vivait dans l'autre pièce, alors elle avait parfois un peu honte quand même des bizarreries de son voisin de Marie, mais elle était assez étrange elle aussi. Au village, on l'appelait la Parisienne. Elle est restée une étrangère, comme elle était devenue étrangère chez les siens, je veux dire dans la famille. Alors moi, depuis tout petit, je venais passer toutes les vacances, et les vacances d'été, là-bas avec eux. Et alors, une année, figurez-vous que je suis resté, toute l'année. Je m'en souviens, c'était en 53, c'était l'année du couronnement de la guerre, la reine d'Angleterre. Je crois que mes parents avaient compris que vivre avec eux n'était pas bon pour moi. Et moi, je sais que mes plus beaux souvenirs d'enfance sont là-bas, à Soussé-sur-Brionne. Alors, à Soussé-sur-Brionne, j'étais un Indien. Avec un cousin, on était dans la cave, on était en slip avec un arc, des flèches et un califourchon sur les tonneaux. À Soussé-sur-Brionne, j'étais un cancre, toujours, à l'école. Et j'étais ivre à la moisson de septembre. La poussière nous asséchait la gorge. Il fallait bien boire beaucoup et on ne servait que du vin, aux adultes comme aux enfants. Alors le soir, j'allais chercher le lait à l'étable tous les soirs. Je m'enfonçais dans la nuit, pleine de bruits étranges. Je passais devant le puits, le fameux, celui dans lequel s'était jetée une femme, du moins c'est ce qu'on racontait. Et puis après, j'accélérais en passant sous les fenêtres d'un paysan qui m'envoyait des pigeons en pleine figure. Les pigeons, il les avait attachés avec un bout de ficelle. Et puis ensuite, ça me percutait vers un autre paysan qui m'attendait comme ça avec une fourche à la main. Voilà, c'est sûr, Soussé-sur-Brionne, on peut dire que c'était un autre monde. Alors j'en ai eu des frayeurs là-bas, mais je peux vous garantir que la peur sous un arbre de Bourgogne n'a rien à voir avec celle qui me tenaillait sous le dernier réverbère avant la maison de mes parents. Et puis, cette peur-là, en Bourgogne, ça m'ouvrait l'imagination. Ça m'entraînait vers un conte mystérieux. Alors je ne vous ai pas raconté, mais très vite, quand le glas sonnait au village, on avait toujours un œil sur le curé. Un imprévisible ami de Cassot et donc de la bouteille. Et alors, il suffisait de 2 minutes pour voir s'il était sourd. Le dimanche, à l'office, si on voyait qu'il commençait par la quête, alors là, toutes les femmes se levaient, à l'unisson, elles partaient offusquées, pendant que les hommes, eux, ils étaient bien contents d'aller finir la messe au café. Et donc un jour, le curé, il décida de mettre un calvaire sur la petite colline là, qui surplombait le village. Et pour cette action, puisqu'il n'avait besoin que d'un maçon pour sceller la croix, il avait demandé à son ami Cassot de l'accompagner. Et ils sont jamais arrivés en haut. Ils sont restés à mi-chemin. Et depuis ce jour, je crois que le village a peur d'être damné. Ah voilà, ce sont des scènes comme celle-là que j'aurais voulu peindre et rendre en peinture. J'aurais aimé peindre Cassot avec le curé sur le chemin du calvaire. Mais voilà, j'y suis jamais arrivé. J'ai fait que 2 toiles de la Bourgogne. Et elles irradient pourtant toutes les autres. Parce que ce petit bout de campagne, théâtre de contes moyenâgeux, à l'âge que j'avais, il m'entraînait sans le savoir vers la mythologie, vers les grandes figures, vers Rabelais, vers Cervantes. Là-bas, s'esquissaient mes lignes de fuite. Là-bas, je peux dire que le rituel était beau, à Soussé-sur-Brionne. Je me rappelle intact les soirs de Noël, me souvenir de nos marches dans la neige, vers la messe de minuit, de ce moment où nous entrions dans l'église pleine de bougies avec cette odeur d'encens et la crèche au milieu. Là-bas, l'inquiétant était drôle. Et le secret, c'était un jeu. C'est Cassot qui m'a donné le goût des énigmes. Et j'en ai beaucoup, moi, dans mes tableaux. C'était un artiste, Cassot. Un artiste qui s'ignorait, un artiste qu'on ignorait. Tiens, son épouvantail à merle, qui tournait au vent sans empêcher un seul instant le festin des oiseaux au potager. Il était beau comme du Tinguely. C'était un homme heureux, Cassot. Un homme qui est mort au début des années 80. Sa femme, Eléo, elle est morte à peu près une dizaine d'années après. Elle a été enterrée à côté de lui, dans le cimetière, en face de chez eux. Comme quoi, mourir revenait à traverser le chemin, à Soussé-sur-Brionne.
Alors ils sont morts sans savoir combien mes poumons s'ouvraient, combien mon cœur battait, quand sur la route, je voyais fondre sur les panneaux les kilomètres qui me séparaient encore d'eux. Parce qu'il faut dire que mon père, il roulait vite, au volant de sa Jaguar XK 120 noire. Mip mip. Il voulait ressembler à un as du volant, mon père, avec sa Jaguar XK 120 noire. Et alors un jour, forcément, il a fini par avoir les honneurs de la presse locale, mais pas comme il les espérait. Ce jour-là, alors je ne sais pas si mon père s'était énervé, ou s'il s'était mis à crier, ou s'il roulait juste trop vite, mais il avait eu un accident sur la route avec ma mère, après Beaune, après m'avoir laissé. Alors mon père s'en était tiré sans grand mal, mais ma mère, elle avait eu un traumatisme crânien qui fut soigné par le fameux docteur Gache. Le fameux docteur qui, c'est l'époque, j'avais 10 ans, et il m'a envoyé en pension. Et donc, c'est à cet âge-là que je rejoignais mon refuge, l'école du Mont-Cel. Alors, elle avait belle allure, cette école, bâtie autour d'un château. Alors, je dois dire que moi, qui en Bourgogne était un fils de riche comparé aux autres, alors au Mont-Cel, j'étais subitement plus rien du tout. Il faut dire que tous mes camarades venaient de partout, de l'étranger. Ils étaient fils de Chagall, d'industriels, des gros industriels, des gosses qu'on peut dire encombrants pour leur famille aisée. Mais alors moi, au Mont-Cel, les portes s'ouvraient. Le règlement était dur pourtant, les bizutages violents, des viols se murmuraient, mais moi j'étais heureux. J'étais loin de chez moi, et pas seulement pour les vacances, tous les jours. J'étais sacrément heureux au Mont-Cel. Ouais, mais ça ne m'a pas empêché d'être viré. Non. Garouste Gérard, vous êtes indigne de rester parmi nous. Je vous exclus du Mont-Cel. Eh bien, figurez-vous que pour l'occasion, toute l'école a fait un immense chahut pour moi. Alors, je dois bien le dire, je quittais un endroit où j'étais bien. Je m'étais accroché si fort que les amis d'alors sont toujours restés des amis. Jean-Michel Ribes, un homme de théâtre, Patrick Montiano, un homme de lettres, et tant d'autres. Après mon renvoi, j'ai échoué dans une boîte privée, mais c'est pas pour autant que j'ai eu mon bac. Alors il faut croire qu'aucun moule, aucune école n'a su faire quelque chose de moi. Mais par contre, c'est là que j'ai rencontré ma femme, Elisabeth. Elle était en section philosophie, mais surtout, elle était juive. Issue d'une famille venue de Pologne. Et donc, après l'échec au bac, quasiment un échec et maths, mon père ne croyait plus en moi et pourtant il a payé l'Académie Charpentier. C'était une école préparatoire aux Beaux-Arts et aux Arts Déco. Et alors moi, à cette époque, je dois bien avouer que je ne connaissais rien du tout en art, et plus précisément en peinture, je n'y entendais rien. Jusqu'à présent, en fait, je faisais des dessins, mais des croquis humoristiques. Et donc, je me suis donc inscrit en auditeur libre, en plus de mon école préparatoire, à l'école du Louvre. Et j'ai choisi des cours sur l'époque moderne, de Corot à Picasso. Nous sommes les héritiers de Rembrandt, Velázquez, Cézanne, Matisse. Un peintre a toujours un père et une mère, il ne sort pas du néant, Pablo Picasso. Eh bien si. Si, moi je sortais du néant. L'école ne m'avait ouvert aucun chemin. Rien ne m'avait été transmis. Alors Picasso, lui, était de ces génies qui tuent le père et le fils. Il avait peint jusqu'au bout, Picasso. Il avait cannibalisé, brisé la peinture, ses modèles, ses paysages, et il avait construit une œuvre unique. Avec Picasso, le sujet, c'est l'artiste lui-même. Il est la peinture et son aboutissement. Picasso a rendu, on peut dire ça comme ça, il a rendu classique tout ce qui viendrait après lui. Alors que faire après lui, justement? Ou après Marcel Duchamp, qui venait de mourir. Je vous rappelle, on était en 68, et nul n'a voulu voir que Duchamp était le point final. Il avait joué avec notre mémoire, notre culture, notre rétine, et il avait poussé si loin le défi que tout avait été fait et défait. Et en somme, il ne restait qu'à faire bon usage de notre liberté. Alors je le rappelle encore, nous étions plus ou moins en 68, dans un temps qui brûlait à être demain. Et moi, pourtant, j'aimais les odeurs du passé. Donc j'allais au Louvre. À l'époque, j'avais un faible pour la peinture espagnole qui fait la part belle à la matière, comme, avec les peintres comme Velázquez, Goya, le Greco. Et même, je me souviens, muni d'une loupe, j'allais au plus près des empattements et des glacis. Et d'ailleurs, plusieurs fois, les gardiens me demandaient de reculer. Et après, il y a eu un choc pour moi.
l'exposition de la collection d'art brut de Dubuffet au musée des arts décoratifs. Dubuffet avait fait le tour des psychiatres et des hôpitaux pour rassembler des œuvres de malades. Lui qui aimait choquer la noble culture, tissait ici un lien entre l'artiste et le fou. Et moi, je le rappelle, mais à l'époque, j'étais ni l'un ni l'autre. La peinture était, selon lui, passéiste. Eh bien, fallait l'abandonner. Alors, je pensais au théâtre. Je dessinais les décors de mon ami Jean-Michel Ribes et je fis une première exposition qui est restée très confidentielle de ce que j'ai appelé dessins monumentaux. Mais c'est aussi l'époque où, pour gagner un peu d'argent, je travaillais aussi pour mon père. Alors dans sa boutique, tout le monde rigolait, tout le monde m'appelait Rembrandt. Et pourtant, j'avais pas la tête à ça. Je peignais mal, je n'aimais pas mes cours, et d'ailleurs j'y allais de moins en moins. Et Elisabeth qui rêvait pour nous d'un avenir glorieux. Donc cette époque, j'avais l'impression que les portes de ce foutu magasin se refermaient sur moi. J'étais mal, je rentrais en moi, j'étais incapable d'assumer mes désirs ou mes rêves. Et alors je peux vous garantir que c'est un énorme défi que de se dire face à un Rembrandt, un vrai celui-là, pourquoi pas moi? Ou alors d'être incapable aussi d'assumer son amour pour Elisabeth. Je cogitais sans cesse, comme s'il fallait que je me justifie, que je me situe. J'étais épuisé, l'envie de peindre m'abandonnait, puis elle revenait plus brûlante encore. Mais l'avant-garde, c'est une bataille, c'est pas une surenchère, faut un risque à la peinture. Alors, j'ai décidé, j'allais peindre, quitter le magasin, prendre un nouveau départ. L'originalité était morte avec Picasso, et pour débarras. On allait pouvoir s'intéresser au sujet plus qu'au style, raconter des histoires, jouer avec les sens, avec les émotions. Et je peux vous dire que j'en avais des émotions. J'adore ce tableau de Zurbarán à Madrid. Il s'intitule « Le portrait en pied de Sainte Casilde ». Plus on regarde ce tableau, et plus on se dit qu'elle n'a pas le visage d'une sainte. Le peintre a joué avec ses traits comme avec son mensonge. Et j'aime l'idée qu'on représente une chose et qu'on en raconte une autre. C'est parce que le langage est fermé sur lui-même que l'écrivain peut créer. Roland Barthes. Je peux vous dire que le jour où j'ai croisé cette phrase, elle m'a fait du bien. Parce que la peinture, c'est la même chose. C'est pas la technique qui est intéressante, mais la liberté qu'elle offre. Ce moment où l'on domine la règle. Et donc je suis devenu comme un pianiste. 88 touches sous les doigts, et pourtant une musique infinie devant lui. Je suis devenu comme un écrivain, tenu par la grammaire et les mots, et pourtant une multitude d'histoires à raconter. Devenir peintre, c'était finalement inverser la vapeur, faire des instants rares de mon enfance l'essentiel de mes jours. Et de mon éducation, un dangereux mensonge. Alors si la peinture a enchanté mes doigts, ce sont les livres qui ont nettoyé ma tête. C'est avec la Divine Comédie de Dante que ça a commencé. Dans le milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure. C'est comme ça que ça commence le poème. J'avais 25 ans. J'étais coincé entre le passé et le futur, aussi obscurs l'un que l'autre. Alors la suite est une succession de livres et de mots. Ils m'ont lavé, récuré même, et ils m'ont fait peindre. Si l'heure était à la rupture, moi j'étais en rupture avec la rupture. Je lisais la Bible, je fabriquais de la peinture à l'huile, je cherchais le chaos des poudres sur la toile que je préparais à l'ancienne. Quand ceux de mon âge, ils faisaient quoi? Ils faisaient de la photo, ils faisaient des installations, ils faisaient des performances. Je me tournais vers l'originel plutôt que vers l'original. Et c'est à cette période-là que je m'aperçus, pour la première fois, que la personne dont j'avais le plus peur n'était plus mon père, mais moi. Alors je dis que je connaissais rien à la peinture quand j'étais jeune, et comme je me sentais bloqué par mon ignorance, j'allais là où je voyais du danger, sans réaliser encore que toutes les questions qui m'agitaient, qu'elles soient d'ordre personnel, philosophique ou artistique, ne faisaient qu'une seule. Plus je remuais mes souvenirs,
plus j'interrogeais le monde, car les certitudes de ma famille étaient celles de toute une société. Moi, le cancre éternel, je choisissais la voie de l'érudition plutôt que celle de la provocation. Alors, peu à peu, je trouvais mon langage. Et sans le savoir, je dérivais doucement vers ce monde juif, obscur et malin dont on m'avait appris à me méfier. J'ai suivi des séminaires, j'ai appris l'hébreu, j'ai discuté longuement avec des rabbins. Ils m'ont montré qu'il n'est pas de vérité définitive. Alors, ils font de la Torah c'est ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Ils font de la Torah un vieux cours d'eau qui parcourt et caresse le monde sans jamais rien lui imposer. Pour la dire, eh ben, il faut la chanter. Les voyelles viennent avec la voix, elles fécondent le texte. Et pour la comprendre, eh ben, il faut deviner d'où part chaque mot et où il s'arrête. Le but et la beauté de ce texte est de laisser des questions en suspens. Dieu et sa preuve, on s'en fiche. Chacun remplit l'invisible avec ce qu'il veut. C'est de l'homme face à lui-même dont il est question. Et j'en avais tellement des questions. Et j'en ai encore, bien sûr. Et peut-être plus qu'avant même. Mais une qui m'obsède, par exemple. Devant l'étoile de Bellini, il y en a une ici, grand peintre de la Renaissance, auteur de splendides Vierges à l'enfant. Le petit Jésus est nu. Il est face aux fidèles. Aucun détail, on peut penser qu'aucun détail n'a été laissé au hasard. Et pourtant, son sexe n'est pas circoncis. Ah, eh oui. Alors le Christ n'est même pas juif. Alors sans doute que ça n'intéresse plus que moi, ce petit bout de peau en trop sur le sexe de Jésus. La toile est belle, puissante, regardée depuis des siècles, et certainement pour des siècles et des siècles. Amen. La toile est belle, mais elle inscrit sur nos rétines un Christ pas circoncis, pas juif. C'est ce que je veux dire, c'est que la peinture a hérité du mensonge. Car pendant des siècles, l'Occident chrétien a imposé ses mœurs, ses mesures, sa géographie. Il a imprégné l'art, l'écriture, la pensée de la foule et de chacun. Il a semé l'incompréhension, le silence et le crime. Le dévoiement du texte fait de la religion chrétienne la source essentielle de l'antisémitisme. Et elle est tellement à l'aise dans la spoliation que mon père, aveuglé par son éducation, n'a jamais voulu reconnaître sa faute. Vous savez peut-être, je suis, ça n'existe pas en hébreu. On dit je, j'étais, je serai. D'un signe devant le mot j'étais peut devenir je serai et inversement. Et alors quand vous êtes du futur, ben vous êtes forcément du passé. Les deux extrémités du temps peuvent se rejoindre. Et alors lorsque j'ai senti cette logique circulaire, j'ai moins souffert de tourner en rond. On peut dire que j'ai trouvé le cadre qui me manquait. Plus on tourne, plus on creuse vers ce qui est enfoui en soi. Le délire. Alors le délire, c'est une fuite. C'est une peur très grande d'être au monde, et alors on préfère se croire mort. On préfère se croire tout puissant ou ne serait-ce juste un enfant. Je me souviens, Élisabeth était enceinte. L'été, des vacances dans le Lot, je suis parti. J'ai fui. D'abord en stop, pour finir, ou peut-être pour commencer, par une cure de sommeil de quelques jours. La première fois, je me suis réveillé dans un bâtiment vétuste du siècle passé. Élisabeth venait chaque jour me rendre visite, elle me parlait doucement, faisait semblant d'ignorer les êtres étranges là, qui la frôlaient, qui la touchaient, passaient leurs mains dans ses cheveux. Moi, je recevais des piqûres, où j'avalais des cachets. Ces médicaments briseurs de délire menaient tout droit à la dépression. Je ne le savais pas encore. Je n'avais aucune expérience de ce qui m'arrivait. Je dois dire que j'ai vécu ce moment comme un voyage en terre étrangère. Rien ne m'échappait de la laideur des lieux que je transfigurais en un univers sombre et mythologique. Je vivais chaque instant parmi eux avec une sensibilité exacerbée. Alors selon les époques, bien sûr, les mots me concernant ont changé. Alors moi, on m'a dit maniaco-dépressif, on a dit bipolaire. Un siècle plus tôt, on aurait dit de moi fou. Je veux bien. À l'intérieur de l'hôpital, on fait avec la folie. On s'organise.
C'est un monde sans politesse, ni pudeur. Au fil du temps, je ne prenais plus mes médicaments et je m'évadais par le vasistas de ma chambre. Une fois, après 800 mètres de course éperdue, je me suis retrouvé en boule sur un parvis. Pour éviter toute récidive, ils m'ont retiré mes vêtements. Je me suis alors évadé tout nu. Au bout de 2 mois et demi, le docteur a signé ma sortie. Je suis rentré chez moi et je me suis couché. J'ai retrouvé notre maison, mon atelier, Elisabeth, qui avait en elle un enfant et aussi beaucoup de force. Je l'aimais, mais j'étais terrifié. Vivre était tout simplement au-delà de mes forces. La sortie n'est pas une libération, c'est une punition. Je gardais en moi l'empreinte du délire, et le délire, c'est une manière de se jeter dans le vide quand on a peur du vide. Quand Guillaume est né, quelques mois plus tard, j'ai connu 12 heures de grand plaisir. Et là, mon psychiatre m'a dit, vous voyez, c'est pas la naissance de votre fils qui vous pose un problème, c'est sa conception. Donc j'avais fugué pour fuir l'enfant dans le ventre de ma femme, cet enfant qui allait faire de moi un père, un adulte. Le délire m'avait mené vers mes parents et les églises, vers les vérités de mon enfance. Je voulais en découdre avec elle. Et là, bing, ça recommence. 3 mois plus tard, une nouvelle crise survenait. Je suis retourné à l'hôpital et ça a duré comme ça 10 ans. Je ne peignais pas, je m'allongeais par terre devant le chevalet. Je m'occupais de rien dans la famille. Tout ce qui était vivant venait d'Elisabeth. C'était une bouffée de bonheur de la voir rentrer du travail, de l'entendre rire avec Guillaume, ou alors d'inviter des amis à dîner. Parce qu'elle a tenu bon, Elisabeth. Elle a tenu sans broncher toutes ces années, des années durant, ignorant tous ceux qui autour de nous lui conseillaient de me quitter. Elle a tenu. Il n'y a qu'une fois, je me souviens très bien, un matin, je la revois, elle se préparait, elle allait partir, et elle m'a dit, sans forcer la voix, « Gérard, écoute, j'ai tout donné, j'en peux plus. Si tu ne changes pas très rapidement, je vais te quitter. » Et si elle lâchait, je lâchais aussi. La peur l'a emporté sur la dépression. Debout devant mon chevalet, j'ai peint un homme marchant avec une besace et une canne sur un paysage qui semble calciné. C'est le tableau que préfère Elisabeth. On ne peut peindre que si l'on va bien. Le délire est un trou noir dont on sort dans un état d'extrême sensibilité, bénéfique pour la peinture, certes, mais le lien légendaire entre la folie et l'art s'est trop souvent changé en un raccourci romantique. La création, ça demande de la force. L'idéal du peintre, c'est pas Van Gogh. L'idéal, c'est Velázquez, c'est Picasso. C'est eux qui ont construit une œuvre et une vie en même temps. Alors pourquoi un artiste aurait-il pas le droit, lui aussi, à l'équilibre ? Et alors, à 30 ans, j'ai fait un rêve. Une voix qui me disait, il y a 2 sortes d'individus dans la vie. Il y a les classiques et il y a les Indiens. La voix off m'indiquait ma voix. Le classique, c'est quoi ? Le classique est un homme pétri par la norme. Il n'inventera jamais rien, ne fera qu'obéir et survivre et suivre le mouvement en rêvant d'ascension sociale. Ça, on peut dire que c'est mon père. L'Indien, c'est un intuitif, un insoumis, un créatif. Ça, c'est l'oncle Casso, ou le bonheur loin des apparences. Ma voix était donc quelque part entre ces 2 hommes, le classique et l'Indien. Nous étions à cette époque-là, c'était l'aube des années 80. C'est la période où naissait mon second fils, Olivier. Et comme j'avais alors suffisamment de choses à montrer, j'ai monté une exposition intitulée « La règle du jeu », dans laquelle le classique et l'Indien m'accompagnaient. C'était une période où, malgré la peinture et le succès qui n'allait plus tarder, il y a eu encore beaucoup d'autres séjours à l'hôpital. Et mon père venait me voir souvent, je dois dire, et un jour il m'a dit à l'oreille, « Gérard, pense à tes fils, pense à Guillaume, pense à Olivier. » Et c'est ça qu'il fallait me dire. Parce qu'il savait, mon père, il savait que la qualité d'une vie se mesure à la distance d'un père à son fils. Alors si moi, j'étais un peintre sans succès, mal remis de séjour à l'hôpital psychiatrique, lui par contre, il était le prince des nuits parisiennes de la fin des années 70. Les grands soirs, on croisait chez lui Andy Warhol, Barthes, Yves Saint Laurent, Mick Jagger, William Burroughs, Prince. Fabrice Emmer, il s'appelait. F.Emmer. F.Emmer, comme il aimait se présenter, il venait d'acheter le Palace. Le Palace qui allait très vite devenir incontournable.
Les années 80 se profilaient, plus clinquantes, plus froides aussi. Les dandys désinvoltes et cultivés allaient bientôt ressembler à des clowns tristes. Pour Fabrice, c'est le cancer qui a tout arrêté. Il est mort en 83, il avait 48 ans. Alors si je parle de lui, c'est que je sais ce que je lui dois. J'ai compris, grâce à lui, que sur la toile du peintre, le temps s'arrête. Au théâtre, il ne fait que passer, c'est le temps des tirades, c'est le temps des comédiens. Fabrice a fait de moi le décorateur d'un théâtre sans pièces, d'un jeu d'ombre et d'illusions, d'une succession d'instants qu'il voulait gais comme les coups portés au monde et à ses histoires tristes. On y verra clair dans 15 ans. C'est ce que m'a répondu Léo Castelli, l'un des plus grands marchands d'art du siècle. Alors il avait plus de 80 ans à l'époque, hein, mais il s'incluait dans le haut. Il oubliait de vieillir. Léo Krauss. Il avait fui les lois fascistes italiennes dans les années 30. Installé d'abord à Paris, il avait fui quelques années plus tard à New York. Et sa galerie d'art moderne sur Lexington Avenue était devenue un point de passage obligé. C'était un découvreur, Léo. Kandinsky, Pollock, de Kooning, Warhol, tant d'autres encore. Et donc ce jour-là, on s'interrogeait. Les années 80 se terminaient, l'art devenait un marché et la peinture était cotée au même titre que le pétrole. Alors avec le pop art et la sérigraphie, l'art s'était rapproché d'un système de production. La pièce unique ne tenait plus la route. Et je sentais bien que ce monde-là n'était pas fait pour moi. Et Léo était lui aussi d'une autre école. Il savait que le seul luxe de l'artiste, c'est la lenteur. Mais non seulement il était marchand, mais de plus il était joueur. On y verra clair dans 15 ans. J'avais rencontré 5 ans auparavant. J'étais alors l'un des 12 artistes français exposés à New York. Et j'avais envoyé là-bas une grande toile de 3 mètres de long, Adara. On peut dire que c'est mon premier et mon plus gros succès. Elle annonce tout, Adara. L'ordre et le chaos, le classique et l'indien, bien sûr. Elle est truffée de références, de mystères, de fausses pistes. Je peux dire que c'est l'héritage de Picasso, ça. Elle dit mon rêve, mon choix, l'imbroglio de mes pensées, mon langage des signes. Et elle dit surtout cette idée à laquelle je tiens, qu'on représente une chose et qu'on en raconte une autre. Alors je sais que celui qui la regarde ne voit pas forcément tout ce que j'y ai mis. C'est l'intensité qui doit passer. Léo Castelli avait acheté mon tableau sans le voir. Il avait fixé mes mensualités et décrété une exposition pour l'année suivante. Il était très excité. Mais surtout, il ne me laissait pas le temps de l'ascension. Il m'imposait. Alors figurez-vous qu'il avait multiplié mes prix par 10, alors que je n'étais même pas encore connu. Et pourtant, toutes les toiles ont été vendues à cette époque par des fondations américaines, des musées, des fortunes du Canada, d'Australie, de partout. Il me bombardait sur tous les continents. Il me couvait, mais il trouvait aussi que je peignais pas assez vite, que je fournissais pas assez. On ne peut pas faire une carrière internationale avec si peu de choses, me disait-il. Mais moi, je lui disais pas mes séjours à l'hôpital, mes crises de délire, le temps qu'il fallait pour se remettre à peindre. Pour moi, c'était des mois, de très longs mois, qui m'ont coûté une part de ma carrière, je le sais. Alors je me cachais dans l'heure. On avait acheté une grande maison, grâce au succès qu'il m'avait apporté. Je passais dans l'atelier de longues journées, au milieu des couleurs sèches qui s'enchevêtrent, des tubes torturés, des bouquets de pinceaux, des toiles, menus. Mais le plus important pour moi se passait ailleurs. Tout se passe d'abord dans le bureau. C'est là, pour moi, que se prennent les décisions. C'est dans le bureau que je stocke les livres les plus importants de ma vie, ceux qui m'ont éclairé, ceux qui m'ont fait peindre, Dante, la Torah, le Talmud, mon dictionnaire d'hébreu et Cervantes. C'est dans Don Quichotte que j'ai entendu l'écho de mes questions. C'est dans ce chevalier errant, ce chevalier fou, que j'ai reconnu mon défi à la peinture. Et alors, parce que j'en avais marre de l'élégance, de ce qu'on appelle la bonne peinture, eh ben, je me suis mis à faire de la peinture laide. J'avais besoin, à cette époque, de nouveaux risques. J'ai alors cherché le dérapage esthétique, l'ironie, le dérangement. Alors voyez-vous, ce que j'aime dans la peinture, c'est le temps possible que je m'accorde entre un croquis et un tableau. Et pour moi, c'est 3 mois minimum. Et après seulement, après, laisser la parole aux mains. Qui décide? La tête se relâche, il n'y a plus qu'elle, les mains.
Et je peux bien le dire, j'aime aussi me considérer comme un ver dans le fruit. Alors voilà, c'est comme ça que je poursuis ma route vers la case départ, escorté par le classique et l'indien, concentré sur ce qui me touche. Des choses que je pense universelles, trouvées au plus profond de moi, au plus profond de ma honte. Et c'est comme ça que j'ai démonté les textes et les catéchismes. J'ai pris à bras le corps la religion. Elle a envahi mes toiles. Je peins alors une ânesse dans la robe des pénitents de l'Inquisition. Et sur son dos, je pose Mein Kampf, édition originale. Sur ma tête accablée, le commentaire du psaume 56 de saint Augustin, père et docteur de l'Église latine. Les Juifs sont des libraires aveugles. Voyez comme ils sont tombés dans l'opprobre. Les voilà dispersés au milieu de toutes les nations, incapables de s'établir n'importe où, ne tenant nulle part une place fixe. Le discours de la haine commence là. Et l'actualité confirme malheureusement que là où le monde saigne, là où le monde devient fou, il est un mot qui revient encore et encore, juif. Notre époque, à la mémoire courte, veut croire que c'est là l'héritage d'un dérapage du XXe siècle, mais non, c'est un courant qui remonte à la nuit des temps. Et bien moi je nage contre ce courant. Je suis peintre et fou parfois. Le fou parle tout seul, il voit des signes, des choses que les autres ne voient pas. Je veux peindre ce qu'on ne dit pas. Et si le fou dérange, eh bien je veux que le peintre dérape. Qu'est-ce qui m'a fait devenir peintre? Souvent je me dis, eh bien ce sont mes mains. Mes mains ont fait ma force. Ce sont des toiles puissantes et belles qui m'ont convaincu qu'il y avait là une voie pour moi. Bien que je me méfie de la beauté. C'est du bluff la beauté. Une manipulation qui peut laisser totalement passif celui qui la regarde. Moi, je préfère suggérer une question. Alors, vous avez vu, on a un peu mêlé les genres, les époques, les narrateurs, et j'aimerais pouvoir vous inciter à lire vous-même les 2-3 dernières pages du livre de Gérard Garouste. Ce sera aussi de l'argent pour son association. Je sais que l'art ne peut pas sauver le monde, mais je sais qu'il contamine les désirs et éveille l'amour-propre. Début des années 90, je réalisais la carte de vœux du Premier ministre qui, à l'époque, est... Qui? Comment? Début 90? Levez la main? Rocard. Bien! Je vous l'offre. Il fallait vous empresser. Ah, c'est un honneur. Je l'ai dédicacé. J'ai mis G.G. Donc j'ai profité d'un passage à Matignon pour parler de mon projet. Un conseiller nous a aidé au montage juridique de l'association qui s'appelle La Source. Alors la source, c'est quoi? Eh bien c'est un bruit. Le bruit de l'eau à la campagne. La source, c'est la musique des mots anciens que j'aime lire. C'est là que tout commence. Elle a plus de 30 ans maintenant, cette association. Et alors, vous savez maintenant combien le cercle me recadre. Je me souviens, au lancement, un peu en grande pompe, de La Source, quelques jours avant, je racontais le projet à mon père. Et alors, il a eu cette phrase, pour moi, peut-être son seul aveu. C'est dommage que je haïsse l'humanité, parce que sinon, je serais bienvenu. Et ben voilà. Merci à Dimitri, merci à Johan, merci à Thomas, merci pour ce bel endroit. Et puis longue vie à ce musée en tout cas, et c'est bien parti. On a été très heureux de faire partie de cette inauguration qui dure encore et qui durera demain et
et après-demain. Il y a tout un programme. Dany, c'est la tradition, pour Johan qui ne connaît peut-être pas, peut-être pour certains. Si tu as quelque chose à dire, Dany, généralement tu as toujours quelque chose à dire. Voilà. C'est quelques paroles que j'ai réussi à pêcher dans le magnifique texte accompagné par la musique de Dimitri qui était superbe, c'était très beau. C'est difficile après ça, mais bon, c'est que 2 minutes. Papa parti. Garoust, garoust, gare, gare et oust, papa. Guerre, guerre et paix. La famille, musique de la vie. Du vélo au magasin de papa. Lévitant, lévitant, point lévité pour se fournir. Papa antisémite, limité. Non, non, point je limite l'antisémite. Papa, papa, héros, pas arrivé. Salaud, salaud, maman pauvre cruche. De la cruche à la cuillère. Les cuillères Gabriel, Tata et mère grand. Mère grand? Pas à cheval sur la parenté. Bourgogne, Bourgogne, chez tonton Cassio. Tati et Léo. Paradis, pardi, paradis, pardi. Autre monde, mon autre monde. Coule, coule le vin. Calvaire et beaucoup de verre. Le rituel habituel, église, crèche, école et renvoi. Gérard, gare, oust comme papa. Du Louvre à Picasso, passant par du buffet, faut bien manger. Pain bon, devinez, divine comédie. Et coule la Torah, la joie et les réponses. Le petit Jésus, pas juif. Délire du logis à mythologie. Folie, évasion, la maison. Élisabeth, et moi papa, Élisabeth, ne me quitte pas. Papa, fée, mère, à l'effet pépère. Léo, Expo, Amérique, au boulot, au bureau, pain, beau, lait, Satan à mon désir, Satan à mon désir, champion dans ma folie. Merci Philippe et Dimitri.